Voilà, coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ma nouvelle vidéo. Toujours dans mon appartement, toujours dans la même situation, évidemment avec mon tableau blanc, avec la partie inférieure de ce tableau, pour vous parler de ce petit changement. Ce petit changement de projet. Donc j'avais donc terminé, j'avais donc conclu mon chapitre de mon projet que j'avais initialement prévu. Le projet qui a conclu l'année et qui a un peu commencé cette nouvelle année. Évidemment avec cette histoire de voiture électrique, avec bien sûr les différentes puissances que j'ai inscrites sur la partie supérieure, mais que la partie inférieure sera évidemment consacrée à l'écologie. C'est toujours l'écologie, bien sûr, hein, les voitures électriques, bien sûr, ça évite de polluer, mais ce qui évite également de polluer, ce sont des biocarburants. Et oui, les biocarburants. Donc le biocarburant, ou on peut aussi appeler évidemment les agrocarburants, c'est un carburant donc bien sûr c'est comme l'essence, hein, c'est un combustible liquide ou gazeux, mais ce biocarburant est produit à partir de matériaux organiques non fossiles provenant de la biomasse. Voilà, c'est le sens du préfixe bio, ça veut dire naturel, bio, et qui vient en complément et en substitution du combustible fossile. Voilà, ça veut dire que le biocarburant, il y a une partie naturelle et une partie carburant. La partie naturelle, bien sûr, c'est que là, il n'y a pas d'agent polluant, mais il y a quand même un tout petit peu de polluant. Hein, il y a un tout petit peu de carburant, bien sûr. C'est un espèce de mélange entre du bio et voilà, de ce qui ne pollue pas et de ce qui pollue. Actuellement, il y a deux filières principales qui coexistent. Il y a la filière huile et dérivés, donc ça veut dire qu'il y a l'huile végétale qui carbure, le biogazole ou le biodiesel, voilà, un mélange de bio et du diesel. Mais comme ma voiture roule en essence, ça ne le concerne pas. Voilà. Donc les huiles et les dérivés, bien sûr, il y a aussi des grasses animales ou des acides gras divers, c'est-à-dire les algues, etc. Mais je pense que ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la filière alcool, comme le bioéthanol. Le bioéthanol, le bioéthanol, c'est à partir de sucre, d'amidon, de cellulose et de lignine hydrolysée. Évidemment, je vais écrire des infos là-dessus, mais pas pour le moment. D'autres formules moins développées, voilà, voir simplement au stade de la recherche qui existe, évidemment, le carburant gazeux, le carburant, bien sûr, qui n'est pas liquide, mais qui s'évapore, bien sûr, le gaz, le carburant gazeux, donc le biogaz, le biométhane, ou le dihydrogène. Voilà. Voire carburant solide, bien sûr, hein, le gazogène. Voilà. Après, c'est vrai qu'en Europe, depuis juillet 2011, pour être certifié durable, le biocarburant doit répondre à des normes de durabilité. Voilà. Donc, on va revenir un peu à l'anglicisme. La langue anglaise ne possède qu'un seul terme. Le biofuel. Le biofuel. Qui peut être également retrouvé dans des textes francophones. Plusieurs expressions concurrentes coexistent en langue anglaise. Donc il y a donc le biocarburant, évidemment, formé du grec bios, vie, vivant bien sûr, et de carburant, que tout le monde connaît. Cela indique que ce carburant est obtenu à partir de matière organique qui fait partie de la biomasse. Par opposition au carburant issu de ressources fossiles,
L'appellation biocarburant a été promue par les industries de la filière et certains scientifiques, évidemment. Le biocarburant est la dénomination retenue en 2003 par le Parlement européen. Ensuite, donc, on a donc le côté bio naturel et le côté agricole. Le côté agricole du carburant, bien sûr, c'est l'agrocarburant. Donc, agrocarburant, bien sûr, c'est avec le latin ager. Ager, ça veut dire le champ. Voilà, c'est une expression, bien sûr, plus récente, de 2004, qui indique que ce carburant est obtenu à partir de biomasse issue de l'agriculture. Voilà. Voilà. Après, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en sachant que depuis le 17 mai 2013, c'est le terme d'agrocarburant qui a été retenu par les parlementaires français pour transposer les différentes directives européennes. Ensuite, il existe également le nécrocarburant. Certains écologistes comme certains recourent à l'expression donc, du nécrocarburant pour dénoncer les risques écologiques et sociaux posés par le développement de l'agriculture biologique. Pour dénoncer les risques écologiques et sociaux posés par le développement des agrocarburants. Ensuite, tu as le carburant végétal. C'est bien sûr utilisé par l'Association pour le développement des carburants agricoles. Et le carburant vert, bien sûr, dénomination appliquée parfois à des carburants contenant une fraction de biocarburant. Voilà. Et il y a une histoire de génération. Voilà, le journal officiel de la République française du 19 septembre 2018 qui définit 2 générations de carburant. La première génération, ça veut dire bien sûr la génération alcool, huile, hydrocarbures, donc évidemment. Voilà, et la deuxième génération, c'est la deuxième génération est constituée de composés X oxygénés, hydrocarbures obtenus à partir de bois, de cultures spécifiques non destinées à l'alimentation humaine ou animale, de résidus agricoles ou forestiers ou de déchets ménagers. Les équivalents anglais sont, je ne vais pas dire les mots en anglais, mais en sachant que bien sûr que Jean-Louis Borloo, en 2008, en tant que ministre d'écologie, bien sûr, a dit la position de la France est claire. Cap sur la deuxième génération de biocarburants et pause sur de nouvelles capacités de production d'origine agricole. Tout ça, bien sûr, j'ai ma source. Je mettrai évidemment le lien de ma source, évidemment, en commentaire. Dans la description, bien sûr. Donc c'est pas trop la peine que je récapitule donc la technique de la filière de la première génération. Voilà, donc ça c'est la filière avec l'agrocarburant, donc transformation chimique pour obtenir du biogazole par exemple. Voilà, adapter le moteur au biocarburant naturel non transformé chimiquement. Donc là, il y a plusieurs sociétés qui se sont spécialisées dans ces adaptations. Voilà. Voilà. Et donc, dans cette filière de première génération, bien sûr, il y a de nombreuses espèces végétales, comme le palmier à huile, le tournesol, le colza, le ricin. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai gardé cette partie? D'accord, c'est juste pour présenter les deux grandes filières, évidemment. La filière huile et la filière du côté alcool, évidemment. Avec bien sûr le canne à sucre ou la betterave sucrière, le maïs, le blé
ou encore dernièrement de l'ulve. Des recherches dans ce cadre portent aussi sur les champignons. Voilà. Je commence par vous présenter bien sûr les biocarburants et ensuite on ira plus précisément sur un carburant écologique que je compte utiliser dans ma voiture. Ensuite, les autres filières, bien sûr, il y a le gaz avec le méthane, le biométhane, principale constitution du biogaz issu de la fermentation méthanique de matière organique animale ou végétale riche en sucre, amidon, cellulose, résidus ligneux. Voilà. C'est un peu trop technique, donc voilà. Comme j'ai pas beaucoup de temps, on va passer bien sûr au gaz naturel de synthèse issu du bois. Voilà. Ça existe depuis fin juin 2009, avec la centrale de production d'un gaz naturel de synthèse, obtenu à partir de copeaux de bois pour un procédé appelé la méthanation. Voilà, c'est un gaz bio très prometteur car bien sûr de meilleure qualité que le gaz naturel fossile. Il est constitué à 98% de méthane. Et le dihydrogène, c'est le reformage du biométhane qui permet de produire du dihydrogène. Ce dernier peut également être produit par voie bactérienne ou microalgues. Voilà, et il y a aussi bien sûr le charbon de bois. Évidemment, le charbon de bois est obtenu par prolyse du bois, de la paille ou d'autres matières organiques. Un ingénieur indien a développé un procédé permettant de pyrolyser des feuilles de canne à sucre, feuilles qui ne sont presque jamais valorisées actuellement. Voilà, la deuxième génération. On passe à la deuxième génération. Les nouvelles filières dites de génération qui regroupent donc un ensemble de techniques permettant d'exploiter l'éthanol. Évidemment. Donc ça, évidemment, il y a l'histoire de la fermentation des sucres qui proviennent bien sûr des plantes comme le canne à sucre, la betterave sucrière, le blé, le maïs, etc. Ça, c'est sur la fermentation, donc ça devient de l'éthanol, généré un éthanol généré de grandes quantités de CO2 qui peuvent nourrir les microalgues. La production de 50 litres d'éthanol par fermentation alcoolique s'accompagne par la production de 15 litres de CO2, en ce qui concerne la filière. Voilà, les tourteaux obtenus après extraction de l'huile végétale peuvent servir à produire du biogaz. Voilà, le méthane peut alimenter une centrale thermique et le CO2 libéré peut aussi nourrir les microalgues. Voilà, le bilan carbone global et le caractère durable de la filière dépend donc de la source de CO2 utilisée. Voilà. Hop là, deuxième feuille d'utiliser. On peut aussi parler sur du polyculture, l'association de plusieurs espèces. Voilà, c'est pour... Voilà, on peut aussi envisager de planter des forêts où se mélangent différents types. Ok, laisse tomber. Le bilan énergétique ainsi que le bilan carbone est en général meilleur quand on adapte le moteur à l'huile végétale pure, plutôt que d'adapter l'huile végétale à des moteurs conçus pour fonctionner avec des dérivés du pétrole. Voilà. Donc l'algocarburant, bien évidemment, c'est produit à partir d'algues. Par exemple, dans un photobioréacteur d'où leur nom d'algocarburant. Voilà, cependant, différents défis subsistent. De 10 € le litre à 1790 le baril, hors taxe. L'huile de microalgues est très loin d'être compétitive sur le marché. Voilà, la culture de microalgues qui requiert de très importants apports en engrais et en substances chimiques afin d'inhiber la croissance des
bactéries et autres micro-organismes qui ont tendance à envahir les bioréacteurs ou les bassins. On a évidemment la technique des OGM, bien sûr, que certaines populations rejettent encore les OGM. Et aucune étude d'impact environnemental de ces cultures n'a été réalisée à ce jour. Voilà. Feuille suivante. D'accord. Alors, je regarde. D'accord. Alors, attends. D'accord, on va parler du samplon. Le samplon 95 E10. Il contient jusqu'à 10% de bioéthanol produit à partir du sucre de betterave ou de l'amidon des céréales. Représente en 2019 la moitié des ventes d'essence dans les stations françaises, contre 25% pour le samplon 95 et 21% pour le superéthanol. Non, 21% pour le samplon 98 et le 4% sur le superéthanol. La France produit 12 millions d'hectolitres de bioéthanol par an. Ils en consomment donc 10 millions d'hectolitres. Et bien sûr, le reste est en exportation. Voilà, bilan économique et intérêt géostratégique des biocarburants. C'est bien sûr que les biocarburants représentent une source supplémentaire de carburant favorable à l'indépendance énergétique et éventuellement substitut au pétrole qui se raréfie. Un débouché agricole et une activité agro-industrielle nouvelle séduisante en période de crise économique. Les différentes filières d'agrocarburants peuvent stimuler l'activité agricole. Les récentes périodes de relative surproduction de produits agricoles et de baisse des prix ont conduit les milieux agricoles à promouvoir et demander des mesures gouvernementales en faveur de cette production. Évidemment, ça dépend des conditions sur le marché des produits agricoles. Voilà, à la fin du... ok. Voilà. Et selon un rapport de la Cour des comptes, le 24 janvier 2012, la politique d'aide aux agrocarburants serait supportée essentiellement par les consommateurs entre 2015 et 2010. Ceux-ci auraient déboursé 3 milliards d'euros de plus pour inclure dans leur consommation environ 2,5% de carburant d'origine végétale. Voilà. Je dis plein de chiffres, je donne plein de chiffres, donc à vous de essayer de retenir quelques éléments que je vous donne. Voilà, pas tout. Voilà, donc j'en ai quand même enlevé une grosse partie de ce texte et qui s'arrête là. Voilà pour le gros du biocarburant. Voilà, les biocarburants. Et on va tout de suite passer à ma future consommation d'essence, mon nouveau carburant. Mon biocarburant que je vais utiliser dans ma voiture. Ma voiture qui est une voiture à essence. Donc, comment on va s'amener à parler de ça? Je vais tout de suite vous dire ce que c'est comme carburant. Voilà, c'est que ma voiture va bientôt pouvoir rouler en... Enfin, voilà, c'est le super éthanol. Voilà. Je suis en train de vérifier s'il n'y avait pas un H au milieu. Alors, T-H-A-L-O-L. Super éthanol. Voilà. Bioéthanol, super éthanol. Hein, je vais quand même le marquer ici. Hein, pardon. Voilà. Le bioéthanol. Voilà. Super éthanol, bioéthanol. Et c'est toujours, bien sûr, une histoire de carburant. Et donc, comme c'est un carburant, bien sûr, c'est pas de l'électricité, c'est du carburant, donc c'est encore, on doit évidemment toujours chercher des stations-service. Des stations-service, bien sûr, qui
nous propose donc du superéthanol. Et le symbole du superéthanol, du bioéthanol, sur les stations-service, c'est la ligne qui s'appelle E85. Alors, pourquoi le E85 ? Le chiffre 85, ça correspond au pourcentage. Le pourcentage de bioéthanol qui existe donc dans ce fameux petit mélange éthanol et bien sûr essence sans plomb. Bien sûr, ça ne peut pas marcher avec du diesel. Ça marche uniquement qu'avec des voitures à moteur essence. Vous dites, c'est pas un peu dangereux, le bioéthanol? Eh bien, en fait, pour qu'on puisse rouler au superéthanol, on peut aussi appeler le bioéthanol, il faut acheter un boîtier. Voilà. Voilà, boîtier. Alors, voilà. Alors là, c'est un boîtier convertisseur. Alors, le boîtier convertisseur, ça prend pas beaucoup de place. Il faut juste aller dans un garage qui puisse. C'est des garages spécialisés. Dans un garage spécialisé qui puisse vous installer donc le fameux boîtier convertisseur pour aller vers le bioéthanol. Le superéthanol aussi, qu'on peut l'appeler. On peut aussi l'appeler, bien sûr, l'agroéthanol. Un biocarburant utilisé dans certains moteurs à essence. Voilà, le terme bioéthanol est un amalgame entre le préfixe bio, vie, vivant, et du terme éthanol, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, le côté bio, c'est le côté agriculture biologique. Voilà. Cet éthanol d'origine végétale n'est rien d'autre que de l'alcool éthylique, le même que celui que l'on trouve dans toutes les boissons alcoolisées. Sauf qu'on ne peut pas l'avoir, bien sûr, elle est mélangée avec de l'essence. Voilà. 85% bio et le reste, c'est de l'essence. En fait, l'histoire commence en 1902, puis en 1904 avec le ministère français de l'Agriculture qui organise un circuit automobile du Nord, destiné à propager l'utilisation de l'alcool comme carburant. Eh oui, au début du XXe siècle, on commençait déjà à se dire « Oh, c'est pas mal l'idée de faire rouler des voitures à l'alcool comme carburant dans les moteurs à explosion. » Et ensuite à la Société des transports en commun de la région parisienne qui expérimente le carburant qui contient de l'alcool sur 1500 autocars de type H à partir du 1er juin 1906. De cette date à novembre 1907, bien sûr, ils consomment, donc les bus parisiens, les autocars parisiens, les 1500 autocars parisiens ont quand même, en à peu près un an, ils ont consommé 22 000 hectolitres d'alcool carburé. C'est bien sûr, on appelle tout simplement le benzol. Voilà, pour parcourir, donc ils ont déjà parcouru 5 670 600 km. Voilà, entre 1899 et 1908, 4 courses. 4 courses spécifiques, bien sûr, dites. Ah oui, ils ont fait des courses qui s'appellent le critérium de l'alcool. Voilà, organisées en France. Voilà, l'ingénieur Hubert Leblond recueillait le fruit de ses recherches lors de la 3e édition. Son moteur à billes obturatrices au lieu de pointeaux. C'est un peu trop technique. Voilà, en fait, le 28 février 1923, les efforts d'Édouard Barth pour la promotion d'un carburant national à base d'alcool sont
entériné par la loi. Voilà, finalement, l'alcool, non, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais en fait, les végétaux contenant du saccharose, ça veut dire une espèce de sucre, hein, comme la betterave ou le canne à sucre, ou de l'amidon, comme le blé et le maïs, peuvent être transformés pour donner du bioéthanol, obtenu par fermentation du sucre extrait de la plante sucrière, ou par hydrolyse enzymatique. De l'amidon contenu dans les céréales, on parle généralement de filière sucre, pour désigner cette filière de production du bioéthanol. Donc, voilà, je marque donc sucre fermenté. Voilà, entre guillemets, sucre fermenté. Voilà. Fermentation du sucre extrait de la plante sucrière, nanana. Voilà, par rapport à l'huile, qui permet de produire l'huile végétale brute, ou le biodiesel, j'articule mal, la filière sucre est de loin la plus développée dans le monde. Voilà, au Brésil, par exemple. Voilà, le Brésil, où le bioéthanol du canne à sucre couvre 2% des besoins nationaux en carburant. Et en Suède, ça représente 5% de bioéthanol, et aux États-Unis, ça représente plus de 10% de l'essence. Voilà. Alors, donc, carburant et moteur. Alors, mélange. Donc, ce fameux biocarburant, donc le fameux mélange, la fameuse fermentation le sucre fermenté peut être mélangé à l'essence par proportion allant de 5 à 85%. D'où le 80. Voilà. E85, donc le chiffre 85, ça représente le pourcentage d'essence. Non, que je comprenne le truc. Les proportions de 5 à 85, donc d'où le nom E85. Il existe plusieurs types de carburants contenant de l'éthanol. La plupart des mélanges d'essence et d'éthanol à différentes proportions, on les désigne avec la lettre E. Voilà, la lettre E, ça veut dire donc qu'il y a de l'essence ou de l'éthanol. Et de l'éthanol. C'est ça. Suivi, donc là c'est E, c'est essence ou éthanol, suivi bien sûr du chiffre, voilà, suivi du pourcentage d'éthanol qui existe dans le mélange. Par exemple, du E85 représente un carburant contenant 85% d'éthanol et de 15% d'essence. Donc 85%, 85% donc éthanol. Alors, on reviendra sur les boîtiers un petit peu plus tard, je mets un petit astérisque. Alors 85% d'éthanol et 15% d'essence. Voilà. Voilà. Ouais, donc essence, c'est pas forcément comme ça. Non, c'est pas forcément ça, c'est plutôt ces deux chiffres-là, le 85 plus le 15% d'essence. Voilà. J'espère qu'on tourne toujours. Voilà. Alors, dans cette nomenclature, E100, ça désigne l'éthanol pur,
On trouve ainsi du E5, du E7, du E10, du E15, du E20, du E70, du E85, du E95 et du E100. En fonction du pays dans lequel on se trouve et de l'utilisation que l'on veut en faire. En France, c'est le 85 qui existe, bien sûr, pour les particuliers. On peut également le trouver sous le nom de superéthanol depuis le 1er janvier 2007. Depuis, on trouve très souvent aussi du samplon 95 E10 et le samplon 95 peut contenir jusqu'à 5% d'éthanol sans mention particulière. Voilà, après on va passer le côté européen. Voilà. Voilà, il existe également les mélanges avec le gazole. Ça ne me concerne pas. Voilà, après il y a voilà, les moteurs, donc voilà. Flex Fuel. Je suis en train de vérifier si j'ai pas d'autre chose à dire intéressant. J'ai pas beaucoup de temps, donc je me dépêche. Tant que je rate pas un... Non, après c'est un peu trop technique. Voilà. Après ça parle encore du Brésil. Voilà, le prix de la terre. Voilà. En 2018, donc le bioéthanol, la production, ils en ont produit 108 milliards de litres, dont 5 milliards pour l'Union européenne. Voilà. Voilà, donc c'est à vous donc d'en savoir un peu plus sur les États-Unis, sur le Brésil. La France donc est le premier pays producteur de bioéthanol en Europe. Sur les 43 millions d'hectolitres produits en 2011 en Europe, 12 millions d'hectolitres ont été produits sur le territoire français. Le bioéthanol y était produit à 58% à partir de céréales et 38% à partir de betteraves et 4% à partir d'éthanol vinique. En 2018, les ventes de samplon 95 E10 contenant jusqu'à 10% de bioéthanol produit à partir du sucre de betterave ou de l'amidon des céréales ont progressé de 15% et atteignent 47% du marché de l'essence, qui ne représente cependant que 21% du marché des carburants en France, loin derrière celui du diesel et le superéthanol E85 qui incorpore jusqu'à 85% d'éthanol progresse encore plus vite, plus 55% en 2018, sa part du marché est dépassée en un an de 1,3 à 2,3. Mais ne parlons pas des Belges, ni de nos chers voisins européens. Voilà, allemands ou encore mexicains. Enfin, on ne parle même pas des producteurs. Voilà, c'était juste pour pouvoir conclure rapidement ce chapitre. Évidemment, avant que la vidéo soit coupée par manque de batterie de la caméra, bien sûr, je vais bien sûr m'arrêter là pour y revenir dans une deuxième partie quand j'aurai rechargé la batterie dans quelques petites secondes. On va plutôt parler de savoir comment je me suis renseigné, évidemment tous les renseignements nécessaires pour convertir votre voiture à l'éthanol avec bien sûr ce fameux système de boîtier convertisseur, bien sûr, qui sera donc une très grande partie technique. Vous expliquez évidemment que vous devez devoir installer ce mécanisme, et avant que le truc soit installé, il faut que le moteur soit nickel, propre, et que ça fonctionne bien, que votre voiture bien sûr soit assez récente pour pouvoir faire la conversion. Ensuite, il faut le temps évidemment bien sûr de calibrer l'appareil en fonction de la voiture que vous avez. Tout ça, évidemment, j'essaierai de tout vous expliquer dans la suite de cette vidéo, bien sûr, toujours avec mon tableau. Et je vous dis donc à tout de suite.